Ça fait depuis plusieurs années et encore plus avec les crises successives que le débat public français s'oriente toujours vers la même cible, les riches. Est-ce qu'il faut les taxer plus? Que ce soit à l'Assemblée nationale, les débats à la télé ou juste les conversations que t'as avec d'autres gens, le discours il est souvent le même. La France manque d'argent et il faut aller le chercher là où il est, dans les poches des riches. Ça se traduit souvent par une incitation à rétablir l'ISF, créer un impôt sur le patrimoine ou une taxe exceptionnelle sur les 10% des plus riches. Et une grande partie de la population soutient ces mesures, estimant que les riches participent pas à hauteur de ce qu'ils pourraient. Je le dis tout de suite, je pense que cette façon de penser, c'est de la merde. Mais plutôt que de me croire sur parole, on va voir si c'est vrai. Est-ce que l'enrichissement individuel contribue vraiment à l'appauvrissement d'un pays? Ou est-ce que la réalité, elle est plus compliquée que cette simple opposition entre riches et pauvres? Déjà, avant de parler de riches, on va déjà définir ce que c'est riche. En France, si tu gagnes plus de 3700 € net par mois, tu fais partie des 10% les plus riches. Et avec plus de 6000 € net, là t'es dans le top 1%. Autrement dit, beaucoup de personnes qui se considèrent classe moyenne sont en réalité statistiquement riches, même si on se comprend sur ce que ça veut dire riche. Et justement, la perception de la richesse est complètement déformée aujourd'hui. Quand on dit riche, les gens s'imaginent tout de suite des milliardaires à Dubaï ou en jet privé. Mais dans les chiffres, on parle plus souvent de cadres, d'ingénieurs ou de professions libérales. Le mot riche, il est utilisé dans les débats publics sans aucune définition claire et de manière complètement floue. Ça alimente la confusion et rend les discussions fiscales complètement instables. Et surtout, ça fait naître une colère dirigée vers... on sait pas trop quoi. Mais maintenant la question, est-ce qu'un riche français appauvrit vraiment les autres? Déjà, il y a une idée persistante qui dit que si l'un gagne, l'autre perd. Ce qu'on appelle une vision à somme nulle. Ça suppose que la richesse c'est une ressource figée, qu'on se partage comme un gâteau. Mais l'économie moderne, elle fonctionne plus comme ça. Elle permet de créer de la valeur, de créer de nouveaux gâteaux. On va prendre un exemple simple. Un boulanger qui ouvre sa boutique, loue un entrepôt, achète sa farine, paye ses employés et vend son pain. À aucun moment, il vole de l'argent à ses clients. Il leur rend juste un service. Il leur fournit un service utile. Et en échange, il paye. Il crée de la richesse. Il prend pas directement dans la poche de quelqu'un d'autre. Le boulanger est plus riche de 1 €. La personne est plus riche de une baguette de pain. C'est pas le même objet, mais les deux ont une valeur équivalente. Juste pas la même forme. Et ce modèle, il se retrouve dans toutes les entreprises. Que ce soit la restauration, le transport, l'artisanat, l'industrie. Une entreprise bien gérée apporte un service, génère des emplois et dynamise son territoire. Elle peut enrichir ses fondateurs tout en enrichissant son environnement. Et une grande partie des fortunes françaises vient justement de cette dynamique de création de valeur. Et dans ce cas-là, l'enrichissement d'un individu signifie pas l'appauvrissement d'un autre. Et même certaines fortunes sont issues directement de l'innovation. Elon Musk, Steve Jobs ou Airbnb, ça c'est des exemples connus. En France, on peut citer Xavier Niel ou le mec de Dassault, ou encore des tonnes de fondateurs de start-up à succès. Bernard Arnault, que tout le monde adore prendre en exemple. Le gars, il a lancé des projets qui a généré des milliers d'emplois, transformé des secteurs entiers et accéléré des usages nouveaux. Sa fortune, c'est pas le résultat d'un vol ou d'une rente, mais juste d'une activité économique qui a eu un impact réel. Et beaucoup d'entre eux réinvestissent leur capital dans des projets utiles. Start-up française, la transition énergétique, les recherches scientifiques ou technologiques. Ces investissements, ils complètent souvent ceux de l'État qui peut pas gérer tout seul. Et dans ce cas-là, les fortunes privées sont pas un problème. Elles participent à la dynamique économique. Elles créent de l'innovation, soutiennent la croissance et créent de l'emploi. Elles créent un effet collectif positif, même si la richesse reste concentrée. C'est un cas où la réussite individuelle et l'intérêt général peuvent coexister. Mais après, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des comportements qui, eux, ont un impact négatif sur la société. La spéculation, par exemple. Ça consiste à acheter un bien, souvent un bien immobilier, dans le seul but de le revendre plus cher. Elle crée rien de concret, mais juste fait monter artificiellement les prix. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, la spéculation a complètement exclu les classes moyennes. Airbnb accentue le phénomène, en raréfiant les logements disponibles à long terme, qui fait grimper les loyers. Et ça, c'est aussi une grosse ingérence politique, mais on n'est pas là pour discuter de ça. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on voit que des Airbnb maintenant. Les multipropriétaires, les holdings ou les SCI accumulent des biens immobiliers, qui réduisent l'offre et alimentent la hausse des prix. Dans le monde agricole, certaines entreprises rachètent massivement des terres, qui fait grimper les prix de près de 25% sur 10 ans, ce qui exclut complètement la possibilité pour les jeunes agriculteurs de commencer une activité. Autre problème, la concentration économique. Quand une start-up prometteuse est constamment rachetée par un grand groupe, ça réduit la diversité entrepreneuriale. Et moins de concurrence, moins d'innovation, plus de rente, et une domination sans alternative. Ces stratégies, elles participent pas à la création de valeur. Elles exploitent un système pour capter plus de ressources, et dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de création de valeur, et c'est négatif. Et cette forme de richesse appauvrit collectivement. Ensuite, la fiscalité. En France, officiellement, il y a un système fiscal progressif, qui est complètement con, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et en théorie, plus tu gagnes, plus tu payes. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Les 10% les plus riches payent environ 75% d'impôts sur le revenu. Le taux effectif moyen pour eux tourne autour de 50%. Mais cette progressivité, elle s'effondre tout en haut de l'échelle. Le top 0,002%, enfin bref, les plus riches, quelques milliers de personnes tout au plus, payent en réalité un taux bien
bien plus bas, autour de 26% grâce à l'optimisation fiscale. Les études de l'industrie des politiques publiques montrent également qu'au-delà d'un certain seuil, la fiscalité devient moins exigeante. C'est une fracture énorme entre les riches normaux, donc les salariés bien payés, et les ultra riches qui, eux, tirent leurs revenus de leur patrimoine. On taxe bien plus fortement les salaires que les dividendes ou les plus-values. Ça crée une injustice notamment auprès des entrepreneurs ou des indépendants qui payent plein pot sur leurs revenus classiques. Le vrai problème fiscal, c'est pas le cadre supérieur. C'est les très riches qui échappent largement à la contribution. Mais là encore, je voudrais mettre une nuance. C'est que dès que tu touches des dividendes ou des plus-values, ça fait pas de toi un ultra riche. Par exemple, moi, j'ai des actions et je touche des dividendes et des plus-values. Si je vends, bien sûr. Mais je suis pas un ultra riche. Et moi, on me propose d'augmenter mes impôts. Et dans ce cas-là, faut trouver un équilibre. Parce que quand on dit que les actionnaires se gavent de dividendes et deviennent ultra riches, oui, j'ai gagné un peu plus, mais je suis pas devenu ultra riche et ça me casse les couilles. Ensuite, on a l'héritage. Aujourd'hui, en France, environ 60% du patrimoine est hérité, contre seulement 30 à 35% dans les années 70. Et ce changement, il est fondamental. Les super héritiers, donc ceux qui sont dans le 0,1%, touchent en moyenne 13 millions d'euros d'héritage. Et grâce aux nombreuses niches fiscales, ils payent que environ 10% d'impôts dessus. La richesse construite par le travail diminue, tandis que la richesse construite par le patrimoine, elle, augmente. Et ça bloque l'ascenseur social. Le mérite suffit plus. Et certains proposent de plafonner l'héritage ou d'augmenter fortement la fiscalité dessus pour restaurer un minimum d'égalité des chances. D'autres estiment que c'est légitime de transmettre à ses enfants ce qu'on a mis toute une vie à bâtir. Et honnêtement, je suis plus de cet avis-là. Le débat, il oppose les deux logiques, l'égalité des opportunités et la liberté individuelle. Et dans une société où l'héritage devient le principal moteur de richesse, cette tension, elle devient centrale. Maintenant, il y a aussi la question de la transmission d'entreprise. Hériter d'une entreprise, c'est pas recevoir de l'argent liquide, c'est juste recevoir un actif productif. Le problème, c'est que l'impôt sur la succession peut atteindre 45% d'impôt à régler immédiatement. Sauf que dans la majorité des cas, la personne qui a hérité n'a pas cette somme. Et donc, elle doit vendre une partie de l'entreprise ou s'endetter lourdement. Et pour éviter ça, la loi elle prévoit un mécanisme spécifique. Le pacte Dutreuil. Il permet de réduire l'impôt jusqu'à 75% et de l'étaler sur 15 ans. Ce dispositif, c'est pas un privilège. Il vise juste à protéger l'activité économique locale. Sans lui, il y a de nombreuses économies familiales qui seraient vendues à des groupes étrangers lors de la transmission. Ça détruirait des tonnes d'emplois et affaiblirait énormément le tissu économique national. Donc le sujet, il est pas seulement fiscal, il est aussi économique et territorial. C'est une question de survie pour certaines PME qui font survivre leur région. Et faut arrêter avec ça. Les riches, c'est pas des boucs émissaires, ni des sauveurs miraculeux. Leur existence rend pas les gens automatiquement plus pauvres. Ce qui compte, c'est ce qui fonde leur richesse. Quand ils créent, investissent, innovent, embauchent, ils participent au dynamisme collectif. Quand ils spéculent, extraient et accumulent sans production, là, ils freinent le dynamisme. Le vrai sujet, c'est pas leur existence, c'est leur comportement. Et un point que je veux surtout partager, et c'est que mon avis, c'est que je déteste ce sentiment que parce que t'es riche, tu dois redonner. Beaucoup de gens pensent que les riches, c'est juste des rentiers qui n'ont jamais rien créé, genre Bernard Arnault. Le nombre de personnes qui disent qu'il ne branle rien, c'est incroyable. Mais la réalité, c'est surtout que il a travaillé toute sa vie pour créer sa richesse. Pourquoi il voudrait qu'on lui retire? C'est sa richesse, il en fait ce qu'il veut. Alors oui, on peut chialer, mais ça reste sa richesse. La France a besoin de grosses fortunes. La fiscalité, ça doit pas être utilisé comme une punition pour la réussite. Parce que c'est ce que c'est aujourd'hui. C'est une punition. La question, c'est pas est-ce qu'il faut plus ou moins de riches, mais comment leur donner envie de booster l'économie du pays avec leur richesse. Et ça, c'est une question que les gens qui ne se renseignent pas sur l'économie savent pas répondre. Merci d'avoir regardé, j'ai peut-être été un petit peu incisif, mais c'est un sujet qui me tient vachement à cœur. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et moi je te dis à la prochaine. Salut!